Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Journée mondiale du fonio, l'événement est célébré ce 27 juillet. Cette céréale qui entre dans la préparation de nombreuses recettes traditionnelles africaines pourrait bien être une solution contre la faim dans le monde. Valoriser les plantes aromatiques, les feuilles traditionnelles et réussir à en faire du thé, c'est la mission que se sont donnés de jeunes entrepreneurs, une innovation bien appréciée de la population. Et puis, travailler dans un environnement extrêmement froid peut être dangereux pour la santé, voire mortel dans certaines circonstances. Quelles sont les conséquences d'une exposition prolongée au froid? On en parle. Connaissez-vous le fonio? C'est une graminée cultivée pour ses graines dans certaines régions d'Afrique. Sa valeur nutritionnelle est à comparer à celle du riz et elle présente le gros avantage de se contenter de sols pauvres pour pousser. Le fonio entre dans la préparation de nombreuses recettes traditionnelles africaines comme le couscous, la bouillie, les boulettes, les beignets et même le pain. Voulu par un certain nombre d'États africains, la Journée internationale du fonio existe depuis 2010 et est célébrée le 27 juillet de chaque année. Ce reportage nous en dit plus sur cette céréale qui pourrait bien être une solution contre la faim dans le monde. C'est probablement la plus ancienne céréale cultivée en Afrique de l'Ouest. On dit qu'elle était déjà cultivée il y a plus de 5000 ans. Le fonio ressemble à la semoule du couscous, ou plutôt, une fois blanchi, à de tout petits grains de riz très légers. Le grain est naturellement végétalien, sans gluten et regorge de vitamines. Il est également riche en méthionine et en cystine, deux acides aminés essentiels, et contient 12 grammes de protéines par tasse. Autrefois, le fonio est considéré comme une céréale mineure. Aujourd'hui, sa spécificité lui octroie un regain d'intérêt en raison de ses qualités gustatives, nutritionnelles et sa facile exploitation. Sa composition est proche de celle du riz blanc. Il est très digeste et peut se manger à tous les repas. Le fonio pousse au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, au Bénin, mais le principal pays producteur, c'est la Guinée. Ces 5 dernières années, la production de fonio a progressé de 66% dans le pays qui en exporte plus de 500 000 tonnes par an. Au nord Bénin, le fonio est considéré bien plus qu'une simple céréale. Depuis des générations, il sert à communiquer avec les ancêtres et à leur rendre hommage. Les récents rapports de l'ONU alertent sur le taux de famine qui ne cesse d'augmenter ces dernières années. Une personne sur 9 souffrirait de la faim, surtout à cause des changements climatiques. Des aléas face auxquels résiste très bien le fonio. Cette céréale rustique pourrait être la céréale de demain dans la lutte contre la faim dans le monde. En effet, le fonio ne craint ni la sécheresse ni les pluies abondantes et se cultive sur des terres hostiles aux sols sableux ou caillouteux. Il présente le gros avantage de se contenter des sols pauvres pour pousser. Il n'a pas besoin de beaucoup d'eau et pousse absolument partout. Tellement facile à cultiver, on l'a surnommé la graine du paresseux. C'est un aliment clé de la sécurité alimentaire dans les pays. Les Béninois innovent sur le marché. On retrouve désormais une gamme de thé fabriquée au Bénin. Les acteurs disent qu'il s'agit des infusions. Linda Amoussou en fabrique aussi. Elle évoque au micro de Stanislas Linkbon l'accueil que les consommateurs réservent à ce produit local. Le marché a été un peu réticent au départ parce que le Béninois n'a pas l'habitude de consommer du thé. Après le repas, par exemple, on a l'habitude de prendre des boissons fraîches. Le second défi a été de mettre dans la tête des Béninois que le thé importé n'est pas forcément de qualité supérieure à ce que nous proposons ici. Pourquoi? Parce que quand vous prenez une infusion made in Bénin, par exemple, vous avez dans la même infusette, vous pouvez trouver de la menthe, du gingembre, du clou de girofle. Vous voyez, il y a une synergie de bienfaits et une synergie de saveurs. Donc forcément, au niveau du goût, vous n'avez pas le même effet.
C'est beaucoup plus agréable à boire et beaucoup plus agréable à... Déjà, au niveau de la saveur, de la senteur, vous voyez déjà la différence entre ce qui est importé et ce que nous produisons chez nous. Les infusions made in Bénin n'ont pas d'additifs, n'ont pas de conservateur. Parce que l'additif et le conservateur dénaturent un peu en fait ce que nous voulons valoriser, la plante. Donc la plante est fournie et proposée à son état pur. Le mode de conservation, c'est le séchage des plantes, de tout ce que nous mettons dans le processus de fabrication. Pourquoi? Parce que le séchage permet de déshydrater la plante. Et c'est l'eau qui permet en fait, qui favorise la dégradation, la purification des plantes. Donc lorsqu'on enlève l'eau, lorsqu'on déshydrate correctement, comme cela se doit à l'eau, lorsqu'on fait le séchage de façon professionnelle, la plante dure dans le temps. Il n'y a pas de risque sanitaire à craindre parce que si vous avez un mal de gorge par exemple, vous me direz que vous allez prendre du gingembre et du citron. Et là, vous ne me parlerez pas de dosage. On sait qu'à coup sûr, ce sont des ingrédients naturels qui n'ont pas d'effet néfaste sur la santé, mais tout de même, pour les infusions, puisque nous sommes des spécialistes, nous avons un dosage que nous respectons par infusette afin qu'il n'y ait pas de problème d'indigestion ou d'intolérance à l'un ou l'autre des ingrédients. Je l'annonçais dans les titres, en milieu professionnel, nombreux sont ces agents qui s'exposent au froid jusqu'à une température de moins de 15 degrés. Cette situation peut avoir des risques plus ou moins graves sur la santé des salariés. Quelles sont les conséquences d'une exposition prolongée au froid? Evra Hanani et Louis Koudogbo nous éclairent sur le sujet. Moins 31 degrés Celsius à l'intérieur de cette chambre froide et 30 degrés à l'extérieur. Charles brave le froid pressant de cette chambre froide pour répondre aux commandes des clients. Il y entre pour chercher le poisson et ressort quelques minutes après. Au début, c'est un peu difficile, c'est-à-dire quoi? On a peur d'y entrer, mais avec le temps, quand on s'adapte à ça, même sans les tenues, on rentre facilement. Comme lui, Simon travaille aussi dans une chambre froide. Là-bas comme ici, la fraîcheur dépasse les moins 30 degrés Celsius. Leur aller-retour incessant dans ce milieu frigorifique peut paraître à première vue sans risque. Et pourtant, lorsqu'on pénètre dans la chambre froide, lancée à pleine puissance, on souffle dans notre peau. À notre sortie, nous avons les mains dures, nous avons le nez qui coule, nous ressentons des douleurs. Quand je sors de la chambre froide, je me mets souvent au soleil pour me réchauffer avant d'y retourner. Des conditions de travail qui ne sont pas sans effet sur la santé. Le travailleur qui travaille de façon permanente, c'est son travail de rester dans un milieu frigorifique, le véritable risque, c'est l'hypothermie. C'est très dangereux pour la personne si la personne dure dedans. On peut même en mourir. La symptomatologie est faite surtout de friction, puisque la température du corps humain est liée à la température du sang. Donc, quand la température baisse au niveau du sang jusqu'à un degré donné, la personne a tellement froid qu'il frissonne. Il peut avoir des crampes, il peut avoir même de douleurs au niveau de la tête, au niveau des yeux, au niveau de l'ORL par exemple, au niveau du nez, il peut avoir de congestion nasale, il peut avoir une rhinorrhée, c'est-à-dire il peut avoir des écoulements. Mais c'est surtout les frictions qui constituent les signes d'alerte. Travailler en permanence dans un environnement froid pourrait donc non seulement être dangereux pour la santé, mais aussi mortel selon les spécialistes. Écourter les durées d'exposition au froid pour préserver sa santé est certes nécessaire, mais il importe de privilégier des vêtements assurant le meilleur compromis entre le niveau de protection et les exigences inhérentes à la tâche à effectuer. Actualité du Bénin, riposte contre le coronavirus. Le Sénégal fait le point des mesures sociales dans le domaine de l'énergie. Il s'agit de soutenir les ménages impactés par la pandémie. Suivez le reportage de nos confrères de la RTS. Le ministère des Énergies fait la lumière sur la mise en œuvre des mesures sociales dans le secteur de l'énergie, des mesures destinées à soutenir les ménages les plus faibles impactés Covid, des ménages dont les factures d'électricité pour un bimestre ont été prises en charge par l'État. Sénélec a eu à prendre en charge plus d'1 million de clients de la tranche sociale pour un montant aujourd'hui arrêté à 15 milliards 300 millions à peu près.
Il reste la prise en charge des clients qui relèvent des concessions d'électrification rurale. Et notre attention a été attirée sur ce fait bien après la mise en œuvre de la première mesure, c'est ce qui explique le décalage, mais également les clients qui sont les abonnés des concessionnaires d'électrification rurale, donc des zones du nord et de l'est du pays, mais également même de la zone de Mbour, du département de Mbour, sont également concernés. La sécurisation de l'approvisionnement du Sénégal en hydrocarbures est bien assurée durant cette période, mais la pandémie a des impacts sur les coûts et sur les délais des projets pétroliers du Sénégal. L'opérateur qui est au nord du Sénégal sur le gisement gazier que nous partageons avec la Mauritanie, BP, a déjà annoncé un retard de 18 mois à 2 ans sur lequel nous sommes en train de discuter. Sur le jugement de Sangomar, qui est un jugement pétrolier avec Woodside, également vous avez suivi que l'opérateur a fait une déclaration pour dire qu'il tient à nous sortir le premier baril toujours en 2023. Mais en tout cas, nous, notre rôle en tant qu'État, c'est de travailler à amoindrir le risque pour nous, l'impact négatif sur notre économie et sur notre pays et sur nos ressources. Toutes ces informations sont portées à la connaissance des membres du comité de suivi du Force Covid-19 après des échanges jugés fructueux. Toutes les questions que nous avions adressées à M. le ministre et à son équipe, ces questions-là ont trouvé des réponses pertinentes. Nous nous sommes convaincus que la gestion, c'est le détail. Ils ont leur propre conception, leurs propres objectifs, leur propre orientation, avec des terminologies et un jargon à eux. Mais nous sommes venus ici pour comprendre ce jargon-là, mais aussi faire la remontée de toutes les informations que nous avions eues à la base. Pour l'État du Sénégal, le secteur de l'énergie est au centre de la relance économique pour renouer avec la croissance aujourd'hui réduite par la pandémie de Covid-19. Les coûts de l'orange retombent vers la normale sur le marché mondial sous l'effet du coronavirus. La demande d'agrumes continue d'être élevée et cela se reflète dans les prix. Toutefois, le pic a été dépassé. Les prix sont en train de retomber à un niveau plus normal. La production est actuellement en cours dans l'hémisphère sud avec comme principaux pays exportateurs l'Afrique du Sud, le Pérou, le Chili et l'Australie. Par ailleurs, une production limitée d'oranges en Californie et en Italie est toujours en cours, essentiellement destinée aux marchés locaux. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.